Ce matin-là, pour la première fois, le front est calme sous la tempête de neige. Un calme inquiétant. La veille, les paras ont appris que Saint-Vite, l'autre point d'appui au nord, était tombé. Désormais, ils sont seuls, complètement encerclés. Toute la matinée, les patrouilles de reconnaissance cherchent le contact. Que préparent les Allemands? Ils sont là, tout autour. 5 divisions maintenant. Plus d'illusions à se faire. Il faudra mourir en beauté. À midi, au PC de la division, une patrouille amène 2 officiers allemands. Ils apportent un ultimatum. Ils tombent mal. Grâce à eux, le général Macauliffe, qui commande les paras, va devenir le Cambronne de Bastogne. They said, we have a surrender demand from the German commander. And they handed me the paper, one copy in English, one in German. I took the English copy and read it. And after I read it, I just said nuts. So they went out and typed it up to the German commander, nuts, signed the American commander. And Colonel Harper, who had brought in the surrender demand, took that message back to the Germans and handed it to them and took them back to the outpost line. The German colonel said, if this reply is favorable, I have authority to conduct further negotiations having to do with the surrender. And Harper said, if the reply is not favorable, it consists of the single word nuts. The German said, I understand English, but I don't understand nuts in this connotation. Harper says, it means the same as go to hell. Do you understand that? And the German says, yes, I do. 22 décembre, journée fatidique pour les Allemands. Bastogne résiste, Hitler n'avait pas prévu cela. Rundstedt s'était donné 3 jours pour réussir son offensive. Il a déjà 3 jours de retard, pour lui c'est raté. Il n'y croit plus. Ce jour-là, le maréchal von Rundstedt a demandé à Hitler d'arrêter complètement l'attaque. Hitler refusa, il espérait toujours prendre Bastogne. Pendant que 3 divisions allemandes poursuivent le siège de Bastogne, 2 divisions blindées, la 2e Panzer et la Panzerlehr, repartent à l'attaque vers l'ouest, vers la Meuse. Et l'avance reprend, 60 km en 2 jours. 24 décembre, le peloton de tête du lieutenant von Zurmühlen se heurte aux Britanniques devant Rochefort. J'ai décidé d'attaquer par là. Mon ami qui commandait une autre groupe devait attaquer à mon signal de l'autre côté. J'ai attaqué. J'ai envoyé un fusil, mais les autres ne sont pas venus. J'ai dû m'arrêter. Qu'est-ce qui s'était passé? Après, j'ai retrouvé mon ami. Il m'a dit qu'il était embourbé. Mais longtemps après, il m'a avoué qu'il avait eu peur. Il avait eu peur des canons anti-chars, comme un récit. Qu'est-ce que vous avez pensé? J'ai trouvé ça normal et humain. C'est toujours mon ami. La division Panzerlehr n'ira pas plus loin que ce pont. Le cœur n'y est plus. La route a été longue entre Moscou et Bastogne. Il y a une chose que nous refusions absolument. C'était de connaître le nom des nouveaux officiers. On ne voulait pas leur parler, avoir les relations personnelles, commencer une amitié. Parce que on savait que
ces jeunes, très jeunes gens, sans expérience, n'avaient aucune chance de survivre. Il valait mieux pas les connaître. Alors, on restait entre nous, les anciens. Quel âge aviez-vous? 20 ans. Le lendemain, c'est Noël. Sombre Noël. Pour les Anglais et les Canadiens, c'est la trêve. Le temps d'une tasse de thé. Pour les défenseurs de Bastogne assiégés, ce Noël, c'est le pilonnage d'artillerie le plus terrible du siège. Pour les Allemands, ce Noël, c'est une cigarette américaine. Depuis le 15 décembre, on n'avait pas dormi. On a pu se reposer la nuit de Noël. Mais le lendemain, changement de décor. Le matin du 25 décembre, le ciel était clair, bleu. Pas un nuage. Et aussitôt, la grande attaque de l'aviation américaine. Ça a été absolument terrible. Rundstedt avait dit à Hitler, tout dépendra de l'aviation. Il ne s'était pas trompé. Pour Bastogne, il était temps. Les défenseurs n'ont plus un obus, plus une ration K, quand ils voient enfin arriver les vagues de Dakota. Et le lendemain, 26 décembre, en fin de journée, les avant-gardes des blindés de Patton, commandés par le colonel Creighton Abrams, brisent l'encerclement allemand et entrent dans Bastogne. Grâce à ceux de Bastogne, à ceux de Saint-Vite, à ceux de Malmedy, à ceux de Oufalise, à ceux de Stavelot, l'offensive Rundstedt est bloquée. Hitler est furieux contre ses généraux, contre le beau temps, contre le mauvais sort, contre l'aviation. Alors le 1er janvier 1945, il jette tous ses avions disponibles dans la bataille. 1000 chasseurs et bombardiers. Ordre d'anéantir l'aviation alliée. Les pilotes alliés qui fêtaient le nouvel an décollent en catastrophe.
et les Spitfire anglais et les Thunderbolt américains réussissent quand même à abattre 300 avions allemands au cours d'une bataille aérienne qui dure 5 heures. Sur les 27 aérodromes de Belgique et de Hollande attaqués par surprise, combien d'avions alliés ont été détruits ou endommagés au sol ce jour-là? 200 avouent les Alliés, 700 prétendent les Allemands. La vérité, c'est que les Allemands sont encore très dangereux. Dans la nuit du réveillon, Hitler lance une nouvelle offensive, vers le sud, avec 5 divisions. L'opération Vent du Nord. Objectif, Strasbourg. Strasbourg de nouveau en danger. Strasbourg délivré le 23 novembre par le général Leclerc. Strasbourg, symbole même de la libération de la France. Et pourtant, le commandant suprême allié, le général Eisenhower, décide de ne pas défendre la capitale de l'Alsace. Pour lui, le problème numéro 1, c'est le saillant inquiétant des Ardennes. Aussi, il veut retirer les forces américaines d'Alsace pour consolider le flanc sud de Patton. Quant à la première armée française du général Delattre, elle se bat autour de la poche de Colmar, solide tête de pont que les Allemands tiennent encore de ce côté-ci du Rhin. Eisenhower envisage la situation froidement, du point de vue purement stratégique. Il décide de raccourcir le front et le 2 janvier, il donne l'ordre au général Devers d'abandonner Strasbourg. Le général Touzé du Vigier est envoyé immédiatement par De Gaulle auprès du général américain Devers, qui est responsable du front d'Alsace. Il commandait le groupe d'armée et il était angoissé lui-même. Je l'ai trouvé extrêmement pris entre l'obéissance aux ordres de chef et les sentiments personnels qu'il avait, lui, car il m'a dit « Mon général, je vous comprends bien les Français, car une de mes 2 grand-mères était strasbourgeoise. » Alors, il avait des larmes plein les yeux et je sentais que cet homme-là était absolument martyrisé par la décision qu'il devait prendre et qu'il devait suivre les ordres de son patron. Le 3 janvier au matin, les Américains commencent à exécuter ces ordres. Le premier à s'en apercevoir est un agent de police qui monte la garde sur ce pont, Henri Pachery. Au courant de la matinée, vers 10h ou 11h, une Dodge est passée et a ramassé, si je puis dire, le MP qui était avec moi. Je me suis retrouvé tout seul. Eh bien, c'est ainsi que nous avons compris que nous étions tout seuls à Strasbourg, car effectivement, nous étions seuls. Et la population, comment est-ce qu'elle a réagi? Bien, la population, d'après ce que j'ai pu voir, la population était quand même apeurée, effrayée, par le fait même que ces gens-là, il faut les comprendre, et qui n'avaient pavoisé lorsque Leclerc est arrivé sur Strasbourg. Ils avaient pavoisé à toutes les maisons, il y avait des drapeaux tricolores, et d'un seul coup, on leur annonce ainsi que les Allemands reviennent sur Strasbourg. Avoir eu 6 semaines de liberté après 3 années de continuelle pression, de continuelle peur, et croire encore une fois qu'ils reviennent, c'était au-dessus de mes forces à moi. C'était une panique, une véritable peur comme je n'en ai plus jamais connue, ni les bombardements, ni rien, mais de savoir qu'ils vont revenir. Aussi, Madame Siegfried, avec des milliers de Strasbourgeois, fuit vers l'intérieur, vers les Vosges, vers l'armée française, pour la 4e fois en 2 générations.